Donc, ce programme va être composé de 3 parties. Donc, je vais commencer par vous présenter les résultats de l'enquête PPAC, connaissances et besoins des patients. Ensuite, le docteur Claire Gervais, qui est oncologue médicale à l'hôpital européen Georges Pompidou, vous fera un retour du congrès de l'Absos qui était cette année associé à la MASC et qui a eu lieu à Lille en juin 2024. Et enfin, à l'aide des ELUS, gynécologue médical à l'ICO, vous fera un focus sur le soin de support oncosexologie. Donc, c'est moi qui vais commencer. Donc, je vais vous présenter le résultat de l'évaluation des connaissances et besoins des patients concernant le PPAC en région Pays de la Loire. Alors, comme vous le savez, les progrès diagnostiques et thérapeutiques considérables de ces dernières années font que le cancer n'est plus synonyme de mortalité, mais devient, dans un grand nombre de cas, une maladie chronique. Donc, l'accompagnement des malades au cours des traitements actifs ne suffit plus. Il faut désormais l'étendre à l'après-cancer. Alors, cette notion d'après-cancer, elle apparaît dans le plan cancer 2009-2013, dans lequel on trouve les premières propositions pour la mise en place d'un programme personnalisé d'après-cancer, le fameux PPAC. On retrouve cette notion dans la stratégie décennale 2021-2030, où là, le suivi des personnes après traitement devient vraiment un enjeu majeur. Il est souligné l'importance d'améliorer l'information et notamment par la remise d'un PPAC. Alors, ce PPAC doit prendre le relais du PPS, doit être normalement construit avec le médecin traitant et être remis au patient à la fin de ses traitements actifs. Et donc tout ça, tout ce suivi et cette amélioration de l'information et du suivi d'après-cancer, c'est pour améliorer la qualité de vie après la maladie. Donc nous, à OncoPL, on a commencé à réfléchir au sujet PPAC en 2020. On a fait une journée brainstorming avec des professionnels de la région, dont l'objectif était de faire un état des lieux de ce qui existe dans notre région concernant le PPAC et d'établir une feuille de route pour notre réseau. Donc 4 axes de travail prioritaires ont été définis. La création d'un outil PPAC, la mise en place d'un annuaire des ressources existantes, la production de documents d'information pour sensibiliser les professionnels à l'après-cancer et faire une enquête auprès des patients. Donc c'est ça dont je vais vous parler, et parce qu'en fait, on a commencé par faire cette enquête, dont l'objectif était d'évaluer les connaissances et les besoins concernant le PPAC des patients, pour ensuite pouvoir mettre en place des outils adaptés vraiment aux besoins. Donc, on a mis en place un groupe de travail régional avec les professionnels intéressés par la thématique. Alors, au niveau méthodo, c'est une étude transversale faite par auto-questionnaire envoyé directement aux patients. Les patients ciblés sont des patients adultes de plus de 25 ans qui ont été traités pour des cancers du poumon, VADS, sein, prostate ou colorectal. Et on a essayé de cibler les patients qui avaient fini leur traitement actif depuis quelques mois. Parce que là, notre objectif, c'était vraiment, on voulait avoir des résultats sur la phase de transition après les traitements actifs et non pas une étude de qualité de vie à long terme. Alors, le souci, c'est que cette notion de fin de traitement actif n'est pas dans les bases de données. Hein, donc, elle a été approchée en ciblant les patients qui avaient une date de diagnostic au moins 12 mois avant le début de l'étude. Donc, tous les établissements de la région étaient potentiellement concernés à partir du moment où ils avaient une activité suffisante dans les localisations concernées. La liste des patients était établie par les DIM, qui tiraient au sort 40 patients par localisation et par établissement. La logistique a été assurée par les 3C et la saisie et l'analyse par OncoPL. Le questionnaire en lui-même, il était composé de 3 parties. Donc une première partie patient avec des renseignements sociodémographiques sur leur santé et leur parcours en cancéro. Une deuxième partie avec des questions pour cibler les propositions qui étaient faites par l'INCa pour la construction d'un PPAC. C'est-à-dire que normalement, dans le PPAC, selon l'INCa, on doit retrouver une information au patient sur la mise en place du suivi après traitement, un volet de surveillance médicale avec un plan personnalisé de surveillance, un volet relatif à la qualité de vie et l'accès aux soins de support, un volet relatif à l'accompagnement social et un volet contact. Donc on a proposé un ensemble de questions par rapport à ces thématiques
Et ensuite, une troisième partie de notre questionnaire était plus une partie satisfaction. Alors, en termes de participation, 16 établissements sur les 23 sollicités ont participé. On avait des CH, des CHU, des cliniques et des centres de lutte contre le cancer. 1791 questionnaires ont été envoyés, 80 n'étaient pas exploitables et au final, on en a reçu 630. Ce qui nous fait quand même un taux de réponse global de pratiquement 40%, 36,8%, avec, bon, comme attendu, des taux de réponse un peu variables en fonction de la localisation du cancer, donc 25% pour les VADS, jusqu'à 47,7% pour le sein. Alors, une description très rapide des répondants. On avait quasiment autant de femmes que d'hommes. Donc ça, c'était une première chose intéressante. L'âge, comme attendu, 60% avaient entre 56 et 75 ans, 50% vivaient en zone rurale, 20% vivaient seuls, 70% étaient retraités. Au niveau difficultés financières, ils étaient 8% à se sentir en difficulté financière avant la maladie et 13% après, donc on voit quand même une augmentation. Au niveau entourage, par contre, on leur demandait s'ils se sentaient entourés, famille, amis, collègues, et donc on voit que 90% se sentaient plutôt bien entourés. En termes maintenant plus de santé, donc 45% déclaraient au moins une autre maladie chronique. La majorité des répondants déclaraient un médecin traitement et nous disaient que celui-ci était toujours informé, était toujours informé de leur cancer. Ensuite, 80% avaient eu un seul cancer. Et au niveau des traitements, on retrouve les traitements classiques. Donc, plus de 80% avaient de la chirurgie, 57% de la radiothérapie, 41% de la chimio et 29% de l'hormonothérapie. Alors nous, la population ciblée, comme je vous le disais au début, c'était ceux qui venaient de finir leur traitement dit actif. Donc on a fait le choix de prendre ceux qui n'avaient plus aucun traitement et ceux qui avaient encore de l'hormonothérapie ou de l'immunothérapie, ce qui correspondait au final à 555 répondants sur les 630. Alors, sur la connaissance du PPAC, 20% uniquement avaient entendu parler de programmes personnalisés après cancer. Quand ils en avaient entendu parler, c'était dans la majorité des cas par le médecin spécialiste et également parfois par l'IDEC. À quel moment plus de la moitié en avait entendu parler dès le début des traitements, et puis un peu moins pendant ou à la fin des traitements. Alors, 73% déclaraient avoir eu une consultation de fin de traitement. Celle-ci étant réalisée dans la majorité des cas par le spécialiste qui les suivait. 41% déclaraient avoir eu un plan personnalisé de surveillance médicale. Et enfin, le médecin traitant était informé de la fin de leur traitement dans 64% des cas et impliqué dans 51% des cas. Donc là, il y a déjà, je trouve, une information intéressante. On a vu au début que l'ensemble des déclarants disaient que leur médecin traitant était au courant de leur cancer. Et par contre, ils sont plus que 50% à dire que leur médecin traitant est impliqué dans le suivi de leur cancer. Alors ensuite, il y avait la phase sur les accompagnements ou les soins oncologiques de support. Donc 67% déclaraient avoir bénéficié d'informations sur les différentes possibilités d'accompagnement pendant ou après leur traitement. Et 71% de ceux-là avaient bénéficié d'au moins un accompagnement. Alors, ce qu'il faut voir un peu dans ces chiffres, la première chose, c'est qu'en termes d'information, on voit qu'ils sont 2 fois plus nombreux à avoir eu de l'information pendant leur traitement qu'après. Et on retrouve cette différence également dans une fois quand ils ont des accompagnements effectifs. On voit qu'ils sont 2 fois plus nombreux à avoir eu des accompagnements pendant leur traitement qu'après. Ensuite, en termes d'accompagnement, donc c'est la prise en charge de la douleur, la diététique, l'APA et la prise en charge psychologique qui sont le plus souvent cités. Ensuite viennent le bien-être et les troubles de la sexualité, prise en charge des troubles de la sexualité. Et on voit donc qu'ils sont 2 fois plus à avoir des accompagnements pendant les traitements qu'après, sauf éventuellement pour l'APA qui est un peu plus souvent cité après traitement. On a regardé d'un peu plus près ces accompagnements en fonction du genre et de la localisation, qui est relativement lié. Donc on voit que globalement au niveau du genre, les femmes, pour la plupart des accompagnements, citent plus souvent des prises en charge, et en particulier prises en charge psychologique et prises en charge APA, 2 fois plus que les hommes. Par contre, ça ne se vérifie pas pour la prise en charge sexo et la dicto.
Et si on regarde la localisation, on a l'explication assez simple. Donc, addicto, on voit que c'est cancer du poumon, cancer VADS, qui est le site le plus souvent, ce qui est relativement logique, on sait qu'il y a souvent plus d'hommes. Et la sexo, eh ben, on voit que c'est clairement les patients suivis pour traitement du cancer de la prostate qui déclarent cette prise en charge sexologique, alors que paradoxalement, dans le cancer du sein, la plupart des accompagnements sont plus souvent cités par les femmes qui ont des cancers du sein, sauf là, on voit une nette différence sur la prise en charge sexo par rapport à la prostate. Ce qu'on voit également, c'est que pour les cancers qui nécessitent une prise en charge diététique particulière comme le côlon ou le VADS, on retrouve bien une prise en charge diététique. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors ensuite, on leur demandait s'ils avaient des souhaits concernant les accompagnements après leur traitement. Finalement, 2/3 disaient ne pas avoir de souhaits particuliers. On a essayé de voir un peu en fonction de différents critères. Il n'y a rien qui ressortait vraiment. Ce qu'on voit par contre quand ils ont des souhaits, c'est des souhaits d'information sur les associations de patients, des souhaits d'information plus générale avec ils aimeraient avoir des brochures d'information et éventuellement des consultations avec des intervenants. Ensuite, 50% déclaraient avoir reçu un document avec les coordonnées des différents intervenants et 60% parmi ceux qui n'en avaient pas eu auraient bien aimé en avoir. Alors, la satisfaction maintenant, pour finir, troisième partie du questionnaire, on leur demandait s'ils étaient satisfaits de la prise en charge des traitements, des accompagnements, des relations humaines, et ça pendant la phase de traitement actif et après les traitements actifs. Donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, quelles que soient les combinaisons, là j'ai résumé, ils sont plus de 90% assez ou très satisfaits de leur prise en charge. Au niveau de l'information, c'est un peu en dessous, enfin ça reste quand même très élevé, hein, 88% étaient assez ou très satisfaits des informations reçues. Ce qui est intéressant de voir malgré tout, c'est quand ils ne le sont pas, les raisons évoquées. Donc on retrouve ne pas avoir eu suffisamment d'informations pour plus de la moitié, le manque de temps pour intégrer les explications et ne pas avoir compris ces explications. Alors, on leur a posé la question pour l'information, justement, s'ils faisaient des démarches de leur côté pour en chercher. Donc, il y en a plus de la moitié des répondants qui déclarent chercher des informations par eux-mêmes. Et évidemment, la première source, c'est Internet, pour les 3/4 des personnes. Ensuite, les amis ou collègues. Et on voit que, par exemple, les associations de patients arrivent quand même largement derrière. Alors, pourquoi ils font des recherches? Pour avoir, encore une fois, des compléments d'information. Également, ce besoin d'être assuré ou de communiquer avec des personnes qui vivent la même chose qu'eux. Et les informations particulières qu'ils cherchent, c'est dans la majeure partie des cas, finalement, des informations sur les traitements et la prise en charge des effets secondaires. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent là-dessus. Donc ça donne un levier d'action pour après. Et ils cherchent aussi des données chiffrées sur leur cancer, des témoignages d'autres malades, des informations sur les thérapies complémentaires, sur les accompagnements possibles et sur les lieux où trouver de l'aide, des accompagnements. Voilà pour les résultats, les premiers résultats. Donc, en discussion, donc les limites de cette étude, c'est une étude déclarative, hein, donc c'est le ressenti des patients, hein, c'est pas objectivé, mais c'est un peu ce qu'on cherchait. De la même façon, la difficulté a été d'identifier la fin de traitement actif, comme je vous expliquais au début. Là encore, même si on a des personnes qui finalement avaient fini leur traitement actif depuis plus longtemps que quelques mois, c'est pas tant un problème que ça. La limite la plus importante pour moi, c'est que le questionnaire en fait était quand même assez compliqué. En fait, on l'a fait avec le groupe de travail et là, on avoue, hein, on l'a pas fait relire par des patients. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans nos pratiques, le fait d'intégrer des comités de lecture de patients, par exemple, pour ce type d'études. Et ensuite, le fait d'avoir le même questionnaire, quelle que soit la localisation, peut ne pas forcément être adapté, en particulier les cancers qui ont eu que la chirurgie. Par exemple, pour ce qui est accompagnement, ils ne se sentent pas forcément concernés. Ce qui, ceci dit, est aussi une information en soi. Par contre, en termes d'atouts, on a quand même un beau taux de réponse, hein, autour de 40%. On a bien les différents cancers qui sont représentés, même s'il y a moins de cancers VADS que de sein. Tout le monde a répondu, on a des taux de réponse intéressants dans toutes les localisations.
et on a autant d'hommes que de femmes. Alors à retenir, on voit qu'uniquement 20% ont entendu parler du PPAC quand on leur présente le plan personnalisé après cancer. Mais quand même, 75% ont eu une consultation de fin de traitement, 40% un plan personnalisé de surveillance, 67% de l'information sur les soins de support. Donc on voit que pour eux, ils n'ont pas entendu parler de PPAC, mais finalement, ils ont quand même certaines choses qui sont mises en place dans leur suivi. Donc c'est quand même ça qui est intéressant, même si après, là, on voit qu'il y a encore une marge de manœuvre parce qu'on est loin des 100%. On voit aussi qu'il y a une attente des patients plus sur le volet soins de support que le volet médical en tant que tel. Et que le gros point qui revient quand même régulièrement, bah, c'est vraiment cette recherche et ce besoin d'information sur lequel on peut avoir des leviers d'action. Parce qu'on sait, par exemple, la prise en charge des effets secondaires, il y a beaucoup de fiches qui existent, de l'Obédit, des réseaux. Donc, en fait, il faut essayer de travailler sur comment cette information peut arriver jusqu'aux patients, cette information qu'on sait sûre et fiable, plutôt qu'ils aillent chercher par eux-mêmes sur Internet. Donc là, il y a un premier levier d'action. Ensuite, nous, à OncoPL, notre objectif, c'est d'établir un document PPAC socle, comme on a pu le faire pour le PPS, à destination des professionnels. C'est un peu le PPAC pour les nuls. Hein. Qu'est-ce que ce n'est pas, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, comment le remplir, quand le donner, etc. Et ce PPAC socle, après, on pourrait le décliner en fiches pratiques, en outils d'information pour les professionnels et les patients, sachant en plus qu'actuellement, il y a un document INCA qui est en cours de relecture sur le dispositif de fin de traitement, qui est le pendant de ce qu'ils ont fait pour le dispositif d'annonce et qui s'attache justement à cette phase de transition, fin de traitement actif et surveillance et ensuite après cancer. Donc c'est pareil, ça c'est un document qui sera intéressant une fois qu'il sera sorti de voir et d'analyser, de décliner en outils. Donc juste rapidement pour terminer, je vous ai mis quelques verbatims, c'est une page de commentaires à la fin du questionnaire. Donc ce qui ressort beaucoup, c'est cette notion justement d'après-traitement, mais surtout pour signaler le manque de suivi après les traitements. Il y a la notion d'humain qui ressort, la notion de numérique, et qui est souvent d'ailleurs, enfin ils sont parfois opposés, les deux, hein, l'humain et le numérique, et puis l'importance du personnel qui va un peu avec l'humain, personnel soignant, médical, et là, dans la majorité des cas, c'est pour dire qu'ils sont très satisfaits justement du personnel qu'ils ont eu, qu'ils sont engagés malgré les difficultés, etc. Ils les remercient beaucoup, donc c'est très positif pour le personnel. Et donc, le rapport est en cours de finalisation. Donc on devrait sortir sur sur notre site internet d'ici la fin de l'année. On fera une communication, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site pour voir s'il est là. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, donc, on va passer aux questions. Alors, je vois que Fabienne Empereur, vous avez levé la main. Oui, merci Madame Lozeille. Non, je ne pose pas de questions, c'est juste que je voulais t'alerter qu'il y a des questions dans le chat, et notamment Nathalie, donc Occitanie, qui me demande un petit point sur les modalités d'administration du questionnaire. Donc, comme tu es passé vite dessus, tu as parlé que c'était en lien avec les 3C, mais tu peux peut-être dire un tout petit mot là-dessus. Alors, en fait, on voulait pas utiliser le DCC qui est pas fait pour ça, pour contacter directement les patients, et on voulait que ça soit une enquête dite anonyme pour pas avoir de déclaration CNIL, etc. Donc en fait, on est passé par les établissements, donc c'est pour ça que c'est les DIM qui sortaient la liste des patients, qui transmettaient au 3C, et nous, au 3C, on leur a envoyé tout le matériel avec le questionnaire, les notices d'information pour les patients, les enveloppes dans lesquelles ils mettaient tous les documents, et le questionnaire était à renvoyer avec une enveloppe T de façon anonyme, donc directement à OncoPL. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ah, et une Alors, autre question oui. de Julie B. Pour les séances de kiné, avec marqué, c'est dans quelle catégorie pour vous, dans douleur, SVP? Peut-être que pour répondre rapidement à Julie B, en fait, d'abord, c'est un questionnaire déclaratif des patients. On n'a pas posé de questions sur les professionnels de santé, mais bien sur les types d'accompagnement, donc douleur, activité physique, sexologie. Donc, on n'a pas demandé s'ils avaient vu un kiné ou un sexologue ou une infirmière. Donc, c'est est-ce que leur douleur a été prise en charge? Est-ce qu'ils ont eu de l'accompagnement d'activité physique adaptée? Donc, derrière,
on ne sait pas quel professionnel de santé était concerné. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais l'idée, c'était voilà, c'était pas de dire avez-vous vu un kiné, avez-vous vu une infirmière, avez-vous vu un oncosexologue. C'est bien, la question était abordée par les soins de support. Donc ça dépend vraiment après de l'organisation dans chacun des établissements ou dans chacune des prises en charge. Oui, je vois que Nathalie répond que les kinés ne sont pas identifiés par l'INCa en tant que professionnels de la douleur. Après, que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois pas d'autres mains qui se lèvent dans le chat. Non. Ouais, du coup, je vais passer la main directement au docteur Gervais pour donc sa présentation, pour qu'elle nous fasse un petit retour du congrès Mascapsos. Eh Je vous laisse. bien, un grand merci d'abord à vous de m'avoir invité à présenter donc ces résultats de congrès. Donc c'est vrai, Delphine l'a dit, cette année était un peu originale dans le sens où le congrès de la masque, qui est le congrès international de soins de support, s'était allié au congrès français, qui est l'AFSOS, pour faire un congrès commun qui a eu lieu à Lille, donc fin juin. Et donc c'était l'occasion de présenter, des données récentes, de soins de support, mais c'est aussi, l'occasion de discuter, de présenter, des actualisations des recommandations, nationales et internationales en matière de soins de support. Je vais un petit peu vous en parler, notamment pour ce qui est intéressant, je pense, pour les nausées et vomissements. Et donc le congrès de la masque, c'est aussi le congrès, pour, présenter, des, travaux de recherche originaux et notamment, des travaux de recherche, paramédicaux. Donc vraiment sont encouragés les professionnels, infirmières, mais pas que, à présenter leurs travaux, dédiés aux soins de support. Hem, donc moi, j'ai voulu, articuler ma présentation autour de 3 points après la discussion qu'on avait eue avec Delphine pour, vous intéresser un petit peu à ces données-là. Donc tout d'abord, je vais vous parler, des nouveaux traitements, du cancer en général, que sont les anticorps conjugués dont vous avez peut-être entendu parler. N'hésitez pas à la fin de la présentation à me poser des questions si vous voulez que je vous détaille un peu les modes d'action. Je voulais aussi vous parler d'organisation, c'est très intéressant de voir l'enquête que vous avez menée, très ça sera très intéressant aussi de lire, sur votre site internet ou dans des publications les résultats de ces études-là. C'est toujours intéressant de voir la réalité de l'accès aux soins de support. On imagine qu'on propose à tous nos patients et en fait, en réalité, on voit qu'ils y accèdent pas tous malheureusement. Pour finir sur une étude ou plutôt une sous-étude, qui questionnait l'intérêt de l'activité physique, et la santé sexuelle. Alors moi, je suis pas gynécologue et je suis pas sexologue, donc je me permettrai pas, de rentrer dans les détails et c'était l'idée de faire le lien avec, la présentation d'Aliette, ensuite. Donc, pour parler des nouveaux traitements, tout d'abord les ADC, donc vous connaissez, ce sont des anticorps conjugués, donc ça veut dire des anticorps, des médicaments qui ciblent une protéine à la surface de la cellule tumorale dans l'objectif de faire rentrer l'anticorps pour qu'il libère la chimiothérapie qu'il avait accrochée sur lui. Donc ce sont des traitements ciblés, des traitements nouveaux. On connaissait notamment avec le TDM1 dans le cancer du sein, donc c'est le cas de SILA, c'est le premier le pionnier de cette classe thérapeutique. C'est un médicament qui est efficace, qui est relativement peu toxique, avec un petit peu de toxicité hématologique et des cytolyses, mais pas d'alopécie. Globalement, ça se passe plutôt bien. Et puis sont arrivés successivement plusieurs médicaments. Donc le SG, c'est le sacituzumab govitecan, pour lequel vous aviez entendu parler par voie de presse il y a quelques années. Les associations de patientes s'étaient beaucoup battues pour accéder aux médicaments qui étaient d'accès encore difficile il y a 2 ou 3 ans et qui est maintenant utilisé larga manu, notamment dans le cancer du sein métastatique. Et vous avez peut-être entendu parler aussi du trastuzumab deruxtecan. Donc c'est encore un autre médicament. Il ressemble d'une certaine façon au TDM1 puisqu'il a la cible trastuzumab, donc anti-HER2, mais il est d'efficacité différente. Il est aussi de toxicité très différente. Et donc, ce qu'on retient sur cette petite slide très générale, c'est le sacituzumab govitecan, le SG, la neutropanie, les diarrhées. Le TDXD, donc le trastuzumab deruxtecan, est pourvoyeur de nausées, vomissements et parfois difficile à traiter, mais aussi de pneumopathie interstitielle, qui est une toxicité qu'on connaît mal en oncologie médicale. Et vous voyez que pour le sacituzumab, on sera assez vigilante sur l'évocation du risque d'alopécie, qui est quand même très important.
Donc, pour vous présenter ici un schéma qui est peut-être un petit peu compliqué, donc en bleu, vous avez les toxicités du médicament expérimental. Ici, c'est le trastuzumab deruxtecan. Donc, vous voyez en bleu les toxicités de ce médicament, en gris et en gris foncé les toxicités de la chimiothérapie. Ce qu'on voit, c'est que c'est un médicament qui n'est pas anodin, dans le sens où il y a davantage de toxicité, notamment de nausées, avec ce médicament en comparaison avec la chimiothérapie standard. Et on voit que ce médicament peut être pourvoyeur de toxicités sévères. Ce sont les toxicités que vous voyez ici en bleu foncé. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui fait toute la dangerosité de ce médicament-là, c'est la pneumopathie interstitielle, puisqu'elle conduit dans 8% des cas à l'arrêt du traitement de TDXD. On peut avoir des nausées qui sont beaucoup plus facilement gérables, mais qui sont quand même associées à des réductions de dose. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que finalement, de façon plutôt rassurante, le nombre de décès était relativement proche entre les patientes qui recevaient le traitement par TDXD et celles qui recevaient la chimiothérapie standard. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est un élément, je pense, important, un élément nouveau pour les professionnels qui s'occupent de patientes ou de patients, plus souvent des patientes sous trastuzumab deruxtecan, c'est que la pneumopathie interstitielle, je vous l'ai dit, elle est grave. Et surtout, ce qui est important, c'est que le temps médian à survenu, c'est-à-dire le temps au moment où va apparaître la toxicité, n'est pas du tout immédiat, comme on a l'habitude de le voir, où finalement, dans le premier mois de traitement, la plupart des toxicités sont apparues. La pneumopathie interstitielle, elle va apparaître, mais beaucoup plus tard. On voit une médiane de survenue à 129 jours, ça fait un petit peu plus que 4 mois. Et la durée de l'effet est aussi très prolongée, puisque, pardon, j'ai dit, oui, 129 jours. La durée de l'effet est prolongée, puisque ça va durer 47 jours en médiane. Donc, c'est un effet indésirable qui apparaît tardivement, est sévère et risque de durer longtemps. À l'inverse, les problématiques hématologiques et digestives font baisser les doses assez rapidement, mais permettent de continuer le traitement. Donc je passe sur ça pour arriver un petit peu sur la prophylaxie médicamenteuse anti-nausée. Ce qui a été rapporté, c'est que c'est un médicament qui est émétisant, voire hautement émétisant, ce qui fait qu'on a assez facilement des médicaments préventifs type chimiothérapie hautement émétisante qui associent les antagonistes du récepteur 5-HT3 que sont les cétrons en général, avec les anti-NK1, l'aprepitant en chef de file, et les corticoïdes. Donc finalement, ce sont les médicaments que vous auriez prévus pour vos malades que vous traitez par cisplatine, en vue de limiter au maximum ce risque de nausée et le risque de devoir diminuer les doses. Donc ça, c'était le trastuzumab deruxtecan. On a bien compris les nausées, la pneumopathie interstitielle. On passe maintenant au sacituzumab govitecan, donc qui est un médicament très différent dans le sens où il a une cible différente. Il a une chimiothérapie qui est de la même classe thérapeutique, mais qui n'est quand même pas la même. Et là, le gros danger, il est sur la neutropénie. Donc ça, en oncologie, on est quand même beaucoup plus habitué à la gestion de la neutropénie avec l'administration de GCSF, qui n'était pas forcément obligatoire au moment des études de phase 3, mais qui est maintenant largement prescrit pour éviter le risque d'aplasie fébrile, bien sûr, mais aussi le risque de devoir décaler nos malades ou de devoir diminuer les doses. Les diarrhées sont aussi un gros sujet. De façon relativement simple, le deruxtecan ou le govitecan, ce sont des chimiothérapies qui ressemblent à l'irinotecan, pour celles qui éventuellement ou ceux qui éventuellement traitent des patients avec atteint de cancer digestif. Donc, on s'attend à retrouver des spectres de toxicité d'inhibiteurs de topoisomérase, un petit peu comme l'irinotecan. Donc, les diarrhées peuvent être au premier plan également et donc nécessitent un suivi particulièrement vigilant. Là, en revanche, à la différence du TDXD, on voit des médianes de survenue relativement rapides. Alors, on sait que l'anémie peut être un petit peu décalée par un effet un petit peu cumulatif, mais globalement, les toxicités que vous verrez apparaître, vous les verrez apparaître assez rapidement, et ce sont des toxicités auxquelles vous êtes préparé sur lesquelles vous êtes préparé à agir, que vous connaissez relativement bien. Ces nouvelles données de médicaments me font arriver à ce qui me semble le plus intéressant en termes de mise à jour des recommandations nationales et internationales qui concernent les nausées-vomissements. Donc peut-être avez-vous suivi ça. L'olanzapine, qui est un neuroleptique, a remonté les indications
toujours hors AMM. L'olanzapine n'aura jamais d'AMM dans cette indication-là, mais est recommandé pour prévenir les nausées vomissements. Jusqu'à présent, c'était un très bon médicament prescrit pour les nausées retardées. Il fait maintenant partie de l'arsenal thérapeutique en première ligne de traitement, dans un objectif notamment de réduire la corticothérapie qu'on sait potentiellement délétère, notamment pour les malades qui reçoivent une chimiothérapie ou une immunothérapie. L'idée, c'est de prescrire de l'olanzapine à la posologie de 10 mg, ce qu'à titre personnel, je n'ai jamais fait parce que je crains énormément le risque de somnolence. On a aussi le sentiment qu'à la posologie de 5 mg, on est aussi efficace et ce sont des posologies bien inférieures à celles utilisées dans le cadre des psychoses et notamment de la schizophrénie. J'attire votre attention sur le fait que l'olanzapine, à nouveau, est une prescription hors AMM et donc si vos patients lisent les notices des médicaments, ils verront la seule indication qui est celle de la psychose et de la schizophrénie, ce qui peut être très impactant en termes de relations médecin-malade. Si vous les avez pas prévenus, ils risquent de penser que vous les croyez fous. Donc dites-leur que c'est pas dans cet objectif-là. Je passe pour la toxicité de l'immunothérapie. Cette slide est la slide emblématique sur l'efficacité de l'immunothérapie. Vous savez, l'immunothérapie, il y en a deux grandes sortes. Il y a les anti-CTLA4 que représente l'ipilimumab et il y a le nivolumab, le pembrolizumab qui sont des anti-PD1. Et on sait que ces médicaments-là augmentent la survie globale. Ici, vous avez 100% des patients qui, au fur et à mesure du temps, malheureusement, décèdent. Et on voit qu'avec l'association nivolumab, ipilimumab, de façon très prolongée, 50% des patients ici, c'est des patients atteints de mélanome, 50% des patients sont toujours vivants à un délai très 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 long, à 78 mois, ce qui était jamais vu évidemment avec les traitements avant l'immunothérapie. Or, l'immunothérapie, pour les patients qui répondent bien, ça veut dire un traitement prolongé, mais ça veut aussi dire potentiellement des toxicités prolongées, des toxicités chroniques. Que sont ces toxicités chroniques? Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'insuffisance surrénale, les problèmes de thyroïde, dans 100% des cas, sont toujours en cours au moment à la fin du traitement d'immunothérapie. Donc malheureusement, ce sont des toxicités qui ne récupèrent jamais. C'est un petit peu l'impression clinique que tout le monde a. Malheureusement, on ne peut pas arrêter l'hydrocortisone des patients avec une défaillance surrénalienne et de la même façon le lévothyrox. De façon un petit peu plus surprenante, on voit que les arthralgies aussi récupèrent mal et les toxicités oculaires que moi je n'ai jamais vues mais qui doivent exister, j'en suis sûre, récupèrent de façon très difficile. En revanche, ce qui est intéressant sur cette slide, je le trouve, c'est que ces patients avec des toxicités chroniques, 100% des malades là dans cette étude-là, ce que l'on voyait, c'est que seulement 32% nécessitaient une corticothérapie. Et ça, c'est relativement inattendu parce qu'on sait que c'est le premier recours médicamenteux, donc ce qui veut dire qu'on peut avoir des toxicités chroniques à l'immunothérapie et ne pas relever d'un traitement corticoïde. Et donc c'est là tout l'intérêt, je pense, du spectre de toxicité de l'immunothérapie, d'avoir des professionnels de recours, qu'ils soient internistes, gastro-entérologues, pneumologues, gynécologues, etc., pour nous aider à prendre en charge ces toxicités sévères, parfois sévères et surtout chroniques, avec des médicaments performants et pas systématiquement probablement des corticoïdes. Pour ce qui est de l'adhésion au traitement, donc l'adhérence est un anglicisme. Pour ce qui est de l'adhésion au traitement, donc il y avait une étude qui était présentée justement qui posait un petit peu les questions de quelles sont les modalités de l'adhésion. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. On est tous confrontés un petit peu à ces problématiques-là. Et ce qui est particulièrement éloquent, c'est de se dire que l'adhésion à un traitement oral oncologique est de 11 à 80 la taux de non-adhésion est de 11 à 84%. Donc ça veut dire qu'il y a une proportion non négligeable de patients ou de patientes qui ne prennent pas le traitement oral prescrit. Donc les causes sont bien sûr multiples, parfois intriquées, les modes d'action sont très variés. D'abord l'initiation, il y a des patients qui n'initieront jamais votre traitement et qui ne vous le diront pas forcément. Il y a des patients qui vont manquer des prises, qui vont s'automédiquer, qui vont prendre des doses supplémentaires, qui vont retarder. Et puis il y a des patients qui vont le prendre du mieux qu'ils vont pouvoir, mais qui vont l'arrêter. Or, on sait que l'adhésion au traitement, c'est un facteur pronostic majeur. Ici, l'imatinib, c'est un médicament que vous connaissez peut-être, c'est le Glivec. C'est un médicament qui a complètement changé la donne des patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Donc là, c'est la présentation des patients qui ne prenaient pas l'imatinib, médicament particulièrement efficace dans la LMC. Et ce qu'on voit, c'est que les patients qui prennent bien l'imatinib sont
ne présentent pas de survie, de progression de la maladie. À l'inverse, les patients qui ne sont pas adhérents ont une survie sans progression moins bonne de façon majeure. Donc c'est un enjeu pronostic absolument important à prendre en compte. Les facteurs associés à l'adhésion au traitement donc, sont très très variables. Il y a des facteurs psychologiques, des facteurs organisationnels, bien sûr les toxicités. Parfois aussi, c'est ne pas bien comprendre son traitement, n'a pas avoir compris l'intérêt de ce médicament et donc tout l'impact cognitif que ça peut représenter pour les patients. Et donc là sont intriqués plusieurs acteurs, donc le patient bien sûr et son médecin, sa capacité à comprendre ce que lui explique son médecin, sa capacité à comprendre sa maladie, la capacité aussi d'accéder au traitement. Alors en France, c'est moins le cas probablement que dans d'autres pays. Il y a aussi le système de santé avec, parfois des coûts de traitement ou parfois des difficultés juste à se rendre, à ces, visites médicales avec, des difficultés d'accéder au taxi, au remboursement des transports et cetera. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en considération, hem et partir peut-être du principe qu'un patient qui ne répondrait pas au traitement, qui progresserait sous traitement est potentiellement un patient, qui ne l'a pas pris et ça en termes sur le plan oncologique, moi je trouve en tout cas en tant qu'oncologue médical, ça reste très compliqué à concevoir. Donc du coup, comme des propositions, hein, comment envisager les choses. Hem, donc des propositions qui ont été faites ici par le présentant. Moi, c'est vrai qu'un des sujets qui éventuellement pourrait m'intéresser, c'est, toutes les questions d'éducation thérapeutique, hein, comprendre sa maladie, comprendre son traitement, comprendre pourquoi il y a des toxicités, comprendre comment agir sur les toxicités. À mon sens, ça va dans le sens de l'adhésion et c'est remettre le patient au centre de sa prise en charge, et c'est, je pense, l'objectif, de toute structure de soins. Donc je passe un petit peu sur les toxicités pour arriver sur mon deuxième point qui était, les organisations, en soins de support. Donc c'est intéressant, ça rebondit un petit peu sur, ce que vous disiez Delphine. Ici présentée donc une enquête, qui était là nationale, relativement courte puisqu'elle avait été évaluée entre octobre et décembre 2023 et l'idée, c'était d'interroger des patients. Alors, de façon très intéressante, votre étude montrait, pas de surreprésentation des femmes, ce qui est toujours le cas dans les enquêtes, les femmes répondent beaucoup plus que les hommes et c'était le cas dans celle-ci puisque 80% des répondantes étaient des femmes et le cancer du sein était, principalement, représenté. Donc le premier besoin qui avait été exprimé en matière de soins de support était lié aux effets secondaires. Alors, secondaires est peut-être pas bien choisi, aux toxicités, aux effets indésirables des traitements médicamenteux et la première cause de frein à l'accès aux soins de support, c'était malheureusement, hein, la méconnaissance de l'existence de l'offre de soins, plus de 65% des patients. Donc ça, c'est un sacré constat d'échec, je trouve, pour toutes les équipes de soins, oncologues et autres sur la capacité à présenter les soins de support, de se dire que les patients n'y ont pas eu accès parce qu'ils ne savaient pas l'existence. Et un patient sur deux a eu accès aux soins de support dès le diagnostic, mais seulement 30% après les traitements. Donc ça rebondit sur ce que vous disiez et ça met en lumière aussi tout l'intérêt de l'étude que vous avez réalisée. Pour ce qui concerne les outils numériques, vous avez dit que c'était probablement un frein pour un certain nombre de patients. Et là, dans cette étude, seuls 13% des patients déclaraient utiliser un outil numérique. Et donc pour les patients, la priorité pour améliorer l'accès aux soins de support, c'est l'information et l'évaluation des besoins. 90% des patients, ce qui semble relativement basique. Et sur cette slide, on voit apparaître donc peut-être des besoins ou des explications à ces difficultés d'accès aux soins de support. Et donc ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le reste à charge, les coûts des transports, la compatibilité avec la vie professionnelle, la vie personnelle est un impact. On voit en orange, c'est très important, en bleu marine, important et en bleu plus clair, pas important, non pas répondu. Mais finalement, c'est pas le plus gros, la plus grosse des difficultés puisque la plus grosse des difficultés, c'est le manque d'information à nouveau, la difficulté pour identifier les personnes ressources et la difficulté pour avoir un rendez-vous. Et ça, on peut agir, assez facilement là-dessus en informant un petit peu mieux nos malades. Or, ce qui a été rappelé aussi, à la masque, hein, c'est que, l'organisation, d'un accès aux soins de support, de base, tel que défini par l'INCa, mais j'ai l'impression que nombre d'entre vous connaissent, déjà ça, est obligatoire, assez récemment, hein, depuis juin 2023, pour l'autorisation en cancérologie des établissements de santé. Si bien que,
une équipe ou des professionnels qui seraient mis en difficulté par une administration peu enclin à mettre en place des soins de support pourraient tout à fait invoquer ça. Je veux dire, c'est indispensable pour être autorisé à faire de la cancéro, tout simplement. Donc je passe un peu vite pour pas déborder trop sur l'hospitalisation à domicile. C'est évidemment quelque chose, de très intéressant, le lieu de soins, du patient, il est très différent d'un patient à l'autre et puis il peut varier, au gré du parcours du malade et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la durée de vie des patients en situation palliative avancée, donc les malades, vraiment, avec des maladies très graves, s'est nettement accrue. Et ça va dans le bon sens. Ça veut dire que les patients accèdent à des prises en charge passitives de bon niveau et qu'ils ont vécu plus longtemps avec des prises en charge palliatives. Ou prendre en charge nos patients. Donc, ce qui est l'organisation des soins en France, je passe peut-être un petit peu rapidement parce que je pense que vous connaissez. L'élément peut-être nouveau qui a été présenté, représenté, c'est la notion de téléconsultation en soins palliatifs, qui est une possibilité supplémentaire, notamment dans les endroits où il est difficile d'accéder, même si, à mon sens, c'est quand même probablement un petit peu tirer la prise en charge vers le bas que de faire énormément de téléconsultations en soins palliatifs, là où on attend quand même un échange physique et étroit avec le patient, mais on sait que ça se déploie de façon majeure et notamment dans les pays anglo-saxons. Si bien que le spectre de la prise en charge palliative a radicalement changé, évidemment, depuis Saunders, avec des médecines basées une médecine basée sur l'épreuve, avec Jennifer Thomel et les soins palliatifs précoces qu'on cite assez systématiquement dans le cancer du poumon, et ce qui engage bien sûr à une prise en charge palliative avant même l'arrêt des traitements systémiques. Pour passer sur l'hospitalisation à domicile, que probablement nombre d'entre vous connaissent, hospitalisation à domicile, qui déploie de façon maintenant importante son offre de soins, en termes de soins parfois excessivement techniques, de chimiothérapie, de nutrition entérale, parentérale, de prise en charge palliative, même en situation très, très avancée. Et donc ça, c'est une opportunité quand même assez forte, je trouve, en France et à saluer, de permettre aux gens de rester au domicile quand c'est leur souhait. C'est vraiment quelque chose d'important. L'hôpital est pas forcément le meilleur dans cette situation-là. Parfois, les réseaux de soins palliatifs aident considérablement les patients à rester au domicile en étroite cohésion avec l'HAD. Et moi, ça, je suis assez remarquable, hein. C'est un mode d'exercice que je connais pas, mais je suis très, très satisfaite quand mes patients peuvent rester au domicile, même parfois en situation très avancée. Donc je passe sur ça pour arriver sur un petit encart de l'activité physique et la santé sexuelle. Donc c'était une étude qui a été présentée, qui était là une sous-étude de l'étude préférable effect, une étude de l'exercice physique, de l'activité physique pour les patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Donc voilà, probablement Aliette en parlera mieux que moi. Ce sont des patientes avec évidemment un schéma corporel impacté, opérées, traitées par radiothérapie, avec aussi un retentissement fonctionnel lié souvent à l'hormonothérapie, responsable de sécheresse vaginale parfois très, 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 très invalidante, de dyspareunie. Et la question qui n'est pas forcément évidente, c'est de faire le lien entre activité physique et sexualité. Et donc, l'idée de cette étude, c'était, donc l'étude initialement, elle avait été faite pour voir l'amélioration de la qualité de vie, mais il y avait des critères secondaires qui étaient, et donc notamment la sexualité. L'idée, c'était de comparer un groupe intervention avec 9 mois d'exercice physique, d'abord 2 par semaine très encadré, puis 1 par semaine et un autre exercice non supervisé, en comparaison avec un groupe contrôle qu'on aura informé de façon satisfaisante en expliquant des conseils en termes d'activité physique et de bonne santé. Ici, les critères d'évaluation, donc je vous disais, les critères initialement, les critères principaux étaient de qualité de vie et de fatigue, mais il y avait un nombre de critères secondaires, donc de potentiels sous-présentation de résultats qui sont intéressants. Ce qui est important, je pense, de garder à l'esprit, c'est que ces patientes incluses dans cette étude d'activité physique atteintes d'un cancer du sein métastatique, 60% n'avaient pas du tout de relations sexuelles. Et lorsqu'elles en avaient, 46% avaient pas ou peu de plaisir. Donc ça donne déjà une petite illustration
voilà, d'où on en est quand on est atteinte d'un cancer du sein métastatique. Et on voit qu'elle souffre de symptômes qui sont décrits comme des symptômes endocriniens. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, que sont la sécheresse vaginale, l'inconfort, les douleurs pendant le rapport, les dyspareunies, la sécheresse pendant le rapport. Et ce qu'on voit, c'est que de façon assez intéressante, moi je trouve, l'activité physique, elle est bénéfique en termes de qualité de vie et de fatigue, ça on le sait, mais elle est aussi bénéfique en termes de fonctionnement sexuel, donc qui est décrit comme, comme la libido, l'excitation, la capacité, d'orgasme. Il y a des résultats un petit peu moins évidents en termes de plaisir et ça améliore aussi les symptômes endocriniens dont je vous ai parlé, qui sont décrits comme de la sécheresse vaginale, et cetera. Donc ça semble être intéressant et donc j'ai hâte d'entendre Aliette sur ça, si elle a aussi ce genre de données à diffuser. D'encourager les femmes à maintenir une activité physique adaptée, ça leur permet d'être davantage d'avoir moins d'effets indésirables des traitements, d'être moins fatiguées et potentiellement ça améliore la qualité de vie sur des plans qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et donc j'en termine là sur ce que je voulais vous raconter pour la masque. Et je prends les questions. Merci beaucoup, docteur Gervais. C'est une très belle transition pour la suite. Mais avant de passer la parole à Aliette, on va voir s'il y a des questions. Il y en a une dans le chat, alors juste Ouais, peut-être qui est très technique et particulière. Alors peut-être ouais, qu'avant d'y je vais, répondre, je me euh, concentre. oui, Alors, il euh, n'y a pas de. Alors, la question est une question qui concerne les diarrhées réfractaires sous SACI, aux posologies maximales d'antidiarrhéiques, l'opéramine, racécadotril, etc. Alors, je ne sais pas l'intérêt de l'octréotide ou de l'atropine. Une patiente a fait un choc hypovolémique après C1J8 et avait plus de 20 selles par jour. Alors là, très clairement, je pense que c'est une malade pour laquelle il faut arrêter le traitement. Le sacituzumab govitecan, ça a un scope de toxicité qui est proche de la chimiothérapie. Donc, on a bon espoir qu'à l'arrêt du traitement, les choses s'améliorent, ce qui est très différent avec l'immunothérapie, où potentiellement la toxicité va continuer malgré l'arrêt de l'immunothérapie. Ensuite, sur les traitements qui sont d'octréotide, je vois pas trop le lien avec les diarrhées et l'atropine. C'est dans l'esprit, je pense que vous y avez pensé dans l'esprit de l'irinotécan. En tout cas, moi, je peux pas m'avancer sur des thérapeutiques qui sont vraiment des thérapeutiques vraiment excessivement spécialisées. Et à mon sens, c'est vraiment un avis gastro-entérologique et une toxicité aussi sévère. Je dirais qu'en premier lieu, il faut réaliser quand même une recto-sigmoïdoscopie en se demandant s'il y a quand même pas une pathologie digestive sous-jacente qu'on méconnaissait. Nos patients peuvent être atteints de Mickey et on le savait pas. Et là, en l'occurrence, c'est un avis spécialisé, hein, évidemment. merci. Alors, je ne sais pas s'il y Pardonnez-moi. a d'autres questions soit par chat, soit des mains levées. Non, c'était très intéressant et très clair, mais Merci. il n'y a pas de, non. Bon, bah alors on va passer à la présentation d'Aliette. Merci. Eh bien, merci pour effectivement cette belle transition sur l'activité physique et la sexualité. C'est parfait. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Et donc, on voulait parler un petit peu d'oncosexualité en accent plutôt sur pourquoi est-ce que c'est un sujet encore tabou, en fait encore trop peu abordé, et comment nous tous pouvons faire pour on va essayer de lever un petit peu ces tabous, aborder davantage le sujet avec nos patients. Donc, pour introduire le sujet, quand même, c'est toujours important de rappeler certaines choses. La première chose, c'est que la sexualité n'est pas obligatoire hein, et qu'il n'y a pas de normes quand on parle de sexualité, évidemment. Il n'y a pas non plus de sexualité parfaite. Et la façon dont elle s'exprime va être vraiment personnelle et unique. Euh, Ça va dépendre de chaque individu et puis à des moments différents de la vie. Donc elle n'est pas statique non plus, elle va évoluer, la sexualité, elle va se transformer au fil des ans, des expériences, des circonstances, de certaines maladies, etc. Et puis pour finir, dire que la sexualité, ça n'est pas inné et qu'elle résulte d'un apprentissage. C'est hyper important pour la suite, vous allez voir.
Alors vous devez connaître, j'imagine, ces belles études qu'on appelle VICAN, donc la vie après un cancer, donc tout type de cancer confondus, les hommes, les femmes, tous âges confondus. C'est l'Institut national du cancer qui avait demander ces études. Donc la première étude, on a une idée un petit peu de la qualité de vie des patients 2 ans après la fin du traitement. Et puis après, on a une autre étude pour la qualité de vie 5 ans après la fin du traitement. Alors, ce qui est super dans ces études, c'est qu'il y a tout un chapitre sur la qualité de vie sexuelle, ce qui n'est pas si fréquemment étudié finalement. Et donc, ce qu'on peut voir dans l'étude de qualité de vie 2 ans après le cancer, c'est qu'en fait, quelle que soit la localisation du cancer, et pas seulement pour les cancers de localisation génitale, quelle que soit la localisation du cancer, euh, la qualité de vie sexuelle peut être altérée. Donc la première figure, c'est la baisse de la libido des patients en fonction de la localisation. Donc en orange, on a les femmes, en vert, on a les hommes, et on voit bien que tous les cancers sont concernés. Par exemple, donc là, le symptôme, c'était par la baisse de la libido. Sur le deuxième petit graphique, vous voyez la satisfaction quant à la fréquence des rapports sexuels. Et là, c'est pareil, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, et quelle que soit la localisation du cancer, il y a des altérations. Par rapport à l'étude VICAN 5, donc 5 ans après le cancer, on peut dire que ces troubles malheureusement persistent dans le temps. Donc 5 ans après la fin du cancer, on a encore un homme sur 2 et 4 femmes sur 10, donc quasiment aussi la moitié, qui rapportent des troubles de la sexualité. Alors ça peut être des pertes de désir, de plaisir, des dysfonctions érectiles, des sécheresses vaginales, etc. ou des troubles multiples. Et alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore un tabou? Est-ce qu'on en parle assez? Eh bien là, c'est assez décevant aussi. Vous voyez donc sur ce petit graphique la proportion de femmes et d'hommes qui ont parlé de leur sexualité avec l'équipe soignante depuis le début de la maladie, et la grande majorité n'en ont pas parlé. Donc c'est les résultats en rouge. 60% des femmes n'en ont pas parlé. On ne leur a pas proposé. Alors parfois, c'est parce qu'elles ne l'ont pas souhaité dans 24% des cas. Et finalement, à l'initiative du personnel soignant, donc c'est en vert, c'est finalement très peu de pourcentage. Et c'est là où il faut qu'on soit vraiment meilleur. On voit que pour les femmes, il n'y a que 4% qui a pu aborder le sujet avec un soignant à l'initiative du soignant. Chez les hommes, on a l'impression qu'on fait un petit peu mieux, mais c'est encore très insuffisant. Le sujet a l'air d'être un petit peu plus facilement abordé par les soignants, avec 20%, mais bon, c'est encore très insuffisant. Et puis si on regarde en fonction de la localisation, parce que est-ce que ça peut être ça aussi qui nous bloque? Est-ce qu'on a des a priori, voilà, selon les localisations du cancer, pour évoquer la sexualité? Effectivement, typiquement pour le cancer de la prostate, on a l'impression qu'on parle un peu plus facilement que les soignants en parlent un petit peu plus facilement et les patients en parlent un petit peu plus facilement. Ça a l'air plus évident. On arrive bon an, mal an à 60% des patients qui ont pu en discuter. Mais bon, pour d'autres types de cancers, c'est encore très insuffisant. Bref, on peut mieux faire et on va voir comment on peut mieux faire, comment on peut plus aborder ce sujet. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut aborder le sujet? Est-ce qu'il faut vraiment l'aborder? Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, je pense que vous en êtes tous convaincus, hein. La sexualité fait partie intégrante de la qualité de vie. Préserver la santé sexuelle après les traitements, c'est vraiment légitime, hein. C'est pas du plus, c'est pas du bonus, c'est vraiment légitime. Parce qu'effectivement, le cancer se guérit mieux, on vit plus longtemps après un cancer, on vit plus longtemps aussi avec un cancer métastatique, d'où l'importance de la qualité de vie. Le soutien sexologique, hein, c'est vraiment ça doit vraiment être dans le programme personnalisé de soins du patient. Et puis alors, à n'importe quel moment de la prise en charge, ça peut être au moment de l'annonce, au moment de l'évolution d'une récidive de cancer, au moment des traitements. Il y a beaucoup de moments dans la prise en charge qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé sexuelle. Et on va voir que ces répercussions, elles sont à la fois physiques, mais aussi évidemment psychiques.
Alors, de quoi on parle effectivement? On va commencer par les conséquences physiques parce que c'est peut-être les plus évidentes. Alors, je ne vais pas en parler des heures parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes au contact de patients qui souffrent de cancer et donc c'est assez évident, hein, toutes les répercussions des traitements physiquement sur nos patients et qui peuvent avoir une répercussion sur la sexualité. Donc, bah, concrètement la chirurgie, hein, toutes les cicatrices éventuellement douloureuses ou la perte d'un organe qui modifie l'image corporelle et voire d'un organe qui peut être porteur de zones érogènes comme le sein par exemple. La chimiothérapie évidemment avec l'alopécie, les nausées induites par la chimiothérapie, la ménopause souvent induite par la chimiothérapie, les questions d'infertilité aussi qui peuvent se rajouter à ça, etc. La radiothérapie au niveau du pelvis hein, est énormément pourvoyeuse de troubles de la sexualité, alors que ce soit chez l'homme hein, lors de la prise en charge du cancer de la prostate, mais aussi chez la femme. Hein, ce sont les mêmes effets. La radiothérapie au niveau du petit bassin va entraîner une fibrose des tissus, éventuellement des sténoses et puis des troubles de la lubrification ou des troubles de l'érection. Ça, c'est vraiment à prendre en charge. On peut parler aussi des hormonothérapies qui ont beaucoup d'effets secondaires à type de sécheresse vaginale, de bouffées de chaleur, de baisse de libido, de prise de poids, etc., etc. Donc il y a toutes les raisons du monde pour avoir une répercussion négative sur sa sexualité avec les traitements du cancer. Ça n'est pas systématique, mais c'est quand même souvent le cas. Et on voit bien que quelle que soit la localisation du cancer, hein, tous les différents traitements peuvent avoir un impact. Et puis, à côté de ça, on a aussi les conséquences psychiques. Il y a beaucoup de peur hein, au moment du cancer, au moment de l'annonce. On a peur de plein de choses, hein, peur de perdre son conjoint, peur d'une grossesse, peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants, peur de récidiver, peur de mourir, peur, etc., etc., qui vont impacter aussi nos envies sexuelles notamment. Des troubles d'image corporelle, une baisse de l'estime de soi quand on est malade, hein, quand on passe au statut de malade, qu'on a l'impression éventuellement d'être un poids pour la société, d'être inutile, d'un sentiment de culpabilité, etc., etc. Donc la composante psychique, les répercussions du cancer, des traitements sur le psyché sont aussi extrêmement présentes. Et puis juste pour redire, donc évidemment, tout ça concerne toutes les localisations de cancer, tous les stades de cancer aussi. Hein, c'est pas à nous de préjuger du stade du cancer pour parler de la sexualité avec nos patients, que ce soit des hommes, des femmes, plus jeunes, plus vieux, en couple, célibataires, etc. Tout le monde peut être concerné. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi on n'en parle pas? Alors, c'est là qu'il y avait une micro-animation, bon, c'était vraiment pas incroyable. J'avais d'abord mis une boîte de Pandore en disant, on a peur d'ouvrir un peu le coffre au trésor. Puis après, je me suis dit, non, c'est pas vraiment un coffre au trésor, on a peur d'ouvrir un coffre et on a peur un peu de ce que le patient peut nous raconter. Donc voilà, c'était pas magnifique, ça valait pas le coup. En gros, pourquoi on n'en parle pas? On a très peur d'aborder le sujet et puis d'avoir une réponse à laquelle on ne saura pas répondre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on manque de formation? Est-ce que c'est parce qu'on manque de temps? Est-ce que c'est parce que je manque de légitimité? Je ne sais pas si c'est ma place d'aborder le sujet de la sexualité avec le patient, ou bien je ne sais pas comment l'aborder. Et puis après, si j'aborde le sujet, qu'on me dit quelque chose et que je ne sais pas répondre, que je ne sais pas à qui adresser, c'est aussi souvent la problématique. Est-ce que j'aborde pas le sujet avec mon patient ou ma patiente parce que je pense qu'il n'y a pas de solution de toute façon, que c'est comme ça, hein, bah oui, il n'y a plus de libido, il n'y a plus de libido. Ou bien est-ce que j'aborde pas le sujet avec mon patient parce que je pense qu'en fait c'est pas vraiment important et que l'important c'est de se focaliser sur le traitement du cancer. Ou bien est-ce que c'est parce que je me suis mis des barrières aussi, je me dis qu'elle est trop vieille ou trop malade, ou on a quand même plein de raisons pour ne pas en parler. Et alors quand on fait des petits, j'ai essayé de sonder un petit peu, par exemple, les soignants il y a quelques années au sein de l'ICO avec un petit questionnaire. Et finalement, ce qui ressortait, c'était pas trop le manque de temps, de légitimité, etc. C'était plus le manque de formation.
et puis ne pas savoir comment aborder le sujet. Et puis aussi le manque de ressources, d'annuaires, de se dire, bah, voilà, à qui je peux adresser. Finalement, ça avait l'air d'être un petit peu flou, cette prise en charge sexologique, qui fait quoi? Et donc, c'était un petit peu ça, les freins à l'abord du sujet. Alors, quand est-ce que je peux aborder aussi ce sujet de la sexualité avec le patient? Quel est le meilleur moment? Eh bien, il n'y a pas de meilleur moment. Les référentiels de l'APSOS nous le montrent bien sur ce petit schéma. À tout moment de la prise en charge, le sujet peut être évoqué dès l'annonce en fait du traitement. Alors, il y a tellement d'informations au moment de l'annonce que ça semble difficile, mais l'idée, c'est plutôt d'ouvrir la porte ou la fenêtre pour dire que c'est un sujet dont on peut s'occuper, qui est légitime, et que si à un moment donné il y a un souci, le patient sera plus à l'aise pour en parler. Donc c'est vraiment de légitimer le sujet. Et puis aussi, si on peut, de prévenir, c'est-à-dire que concrètement, lors d'une consultation d'annonce avec l'infirmière avant de débuter une chimiothérapie, de pouvoir prescrire des hydratants vaginaux, par exemple. Euh, ça permet voilà, de commencer à aborder le sujet. On sait très bien qu'il y a des chimiothérapies qui provoquent des sécheresses muqueuses, donc voilà, on en parle et on prévient dès ce moment-là. Ça peut être aussi au moment de la sortie un peu de la maladie, parfois après une chirurgie, c'est de dire concrètement, de poser les mots et de dire, bon, voilà, après cette chirurgie-là, c'est bien cicatrisé, c'est OK, vous pouvez reprendre les rapports sexuels, ou bien après une radiothérapie, parfois il faut voilà, juste poser les mots et autoriser en fait la reprise de la sexualité parce que le patient va pas oser poser la question et c'est des choses toutes simples que tout un chacun on peut faire. Et puis après le cancer, évidemment, c'est vrai que c'est souvent dans cette période-là qu'on en parle plus parce qu'on a un petit peu plus le temps de parler de qualité de vie. Donc effectivement, beaucoup dans l'après-cancer. Alors comment est-ce que j'en parle? Effectivement, on n'a pas tous une formation d'oncosexualité, mais on peut tous quand même, avec des mots simples, en restant dans notre compétence, parler de santé sexuelle. Voilà, évaluer les plaintes des patients et puis saisir en fonction de nos métiers à chacun l'opportunité d'aborder le sujet. Alors, est-ce que c'est au moment de parler de la contraception? Est-ce que c'est au moment où on propose une prothèse mammaire dans le soutien-gorge qu'on peut pas, voilà, qu'on peut discuter un petit peu de ça, des zones érogènes, de comment on accepte cette nouvelle image corporelle, de est-ce que on s'est regardé dans le miroir, est-ce qu'on s'est massé, est-ce que notre conjoint a regardé, etc. Il y a quand même beaucoup de moments où on peut aborder un petit peu ce sujet-là. Et puis, on peut demander aussi ce que les patients savent déjà. On peut leur demander s'ils ont déjà lu des choses. Souvent, ils sont très renseignés. Il y a plein de magazines, plein de flyers, etc. Et puis, bah, rester simple, c'est vraiment, il y a besoin d'utiliser des mots simples, de reprendre les mots des patients et surtout de les rassurer. Alors là, c'était des petites idées pour amorcer l'échange. Alors, moi, je pense qu'on peut faire encore plus simple, que chacun peut trouver sa façon d'aborder le sujet. Je trouve que ces questions, elles font un peu de cette GPT. À ce moment de la consultation, je pose quelques questions sur la santé. Est-ce que vous êtes d'accord pour aborder le sujet? Et puis, on déroule la phrase. Ça peut commencer comme ça. Après, vous pouvez faire aussi beaucoup plus simple. En partant d'un symptôme tout simple, après, on peut dérouler. Et puis, si vous n'êtes pas gêné, le patient ne sera pas gêné et vous allez trouver avec des mots tout simples la façon d'aborder le sujet. Voilà, mais vous pouvez utiliser ces questions. Y a-t-il un problème sexuel dont vous voudriez parler? Voilà, souvent, parfois les personnes qui sont soignées pour un cancer ont des difficultés. Est-ce que vous avez des difficultés de ce sujet? Est-ce que vous voulez en parler? Si ça peut vous aider au moins pour le début, vous pouvez trouver une phrase un petit peu toute faite comme celle-là. L'idée étant voilà, d'aborder le sujet et de dire qu'il existe des solutions, qu'au sein du centre dans lequel vous travaillez, il y a des numéros de téléphone que vous pouvez appeler ou bien de pouvoir après orienter le patient sur des conférences, des ateliers, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est à chaque personne de trouver un petit peu comment aborder le sujet, de trouver votre phrase un petit peu type. Mais bon, plus c'est naturel et mieux c'est, je pense. Mais parfois, on a besoin de passer par ces petites phrases un petit peu stéréotypées. Alors, ce qui est hyper rassurant quand vous allez aborder ce sujet-là,
c'est que finalement, vous n'allez pas toujours ouvrir un coffre au trésor avec un monstre qui va vous sortir, à la tête. Finalement, voilà, on peut résumer les situations en trois situations. Finalement, dans un tiers des cas à peu près, vous allez aborder le sujet et ça va faire un petit peu flop. Voilà, le patient ou la patiente n'est plus très intéressé par la question. Bon, on leur a dit que c'était possible, ils ont écouté et puis ça va s'arrêter là. Euh, mais bon, ces patients-là ont le droit de savoir quand même que les traitements peuvent avoir des répercussions sur leur santé sexuelle. Après, il y a un tiers des patients qui sont hyper contents que vous abordiez le sujet et qui vont vous poser une question toute bête à laquelle vous allez être capable de répondre, qui ont juste besoin d'être rassurés, d'avoir un petit feu vert ou des réponses toutes simples. Et pour répondre à ces personnes-là, vous n'avez pas besoin d'avoir fait 3 ans de DU de sexo. Voilà, avec vos connaissances, vous êtes tout à fait capable de les rassurer. Et alors là, vous avez vraiment été hyper utile. Et puis après, il y a une autre situation où bah, effectivement, la problématique a l'air beaucoup plus complexe. Alors là, votre rôle, c'est de dire, ben, oui, il existe des solutions, mais là, ça me dépasse un petit peu. Et c'est là où vous allez avoir besoin de ressources extérieures et puis de savoir à qui adresser votre patient. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a un devoir d'information, on a un devoir d'informer les patients que nos traitements peuvent retentir sur leur qualité de vie sexuelle, qu'il existe des solutions et voilà, c'est vraiment notre rôle de les informer à tout stade de la maladie, encore une fois. Alors, on a, voilà, par rapport à ce manque de formation, créé une journée de sensibilisation à l'oncosexo à l'ICO. C'est une formation qui dure une journée et où, voilà, avec différents cas cliniques, on apprend à aborder le sujet de la santé sexuelle et à trouver voilà, des petites réponses simples et en tout cas à être à l'aise avec ce sujet. Il en existe d'autres, hein, des formations, mais c'est vrai que cette journée se passe toujours hyper bien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit finalement que dans les inscrits, on a tous les soignants possibles et imaginables. On va avoir des médecins, des infirmiers, des kinés, des manip radio, des aides-soignants, des psychologues, des assistantes sociales. Et c'est hyper sympa parce que finalement, tout le monde se sent concerné par le sujet. Et donc, on montre bien qu'à différents moments du parcours de soins, c'est un sujet qui peut être évoqué. Et là, je vais vous parler de la plateforme OncoSexo, qui est donc depuis pas très longtemps sur le site OncoPL, parce que pareil, pour répondre à ce besoin de mais à qui j'adresse si j'ai un problème, si je ne sais pas répondre, comment je fais pour trouver un sexologue, on a donc mis en place cette plateforme et donc, vous retrouverez sur cette plateforme des annuaires. Et donc, on a choisi d'utiliser l'annuaire de l'AIUS, qui est une société savante de sexologues, où vous retrouverez une liste. Alors, c'est jamais exhaustif, les annuaires, mais déjà, ça vous aidera pour trouver des ressources près de chez vous. On a aussi une liste avec les programmes d'éducation thérapeutique. Alors ça, c'est hyper sympa et hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est des patients qui n'iront pas consulter en consultation de sexo individuelle, mais qui sont très contents au sein d'un groupe d'avoir de l'information ou de l'éducation à la sexualité dans le cadre de leur pathologie. Et c'est des petits groupes d'une dizaine de personnes qui fonctionnent très bien, où finalement chacun y trouve son compte voilà, il y a un espèce de soutien entre les patients qui marche bien. C'est une étape qui est très intéressante. Et au sein de la région, il existe voilà, différents ateliers de TP qui sont proposés. Vous trouverez aussi sur la plateforme OncoPL les formations qui existent, notamment dans la région. Donc là, j'ai parlé de la formation qui dure un jour qu'on a créée à l'ICO, mais il y a des formations qui durent 1 an, des formations qui durent 2 ans, 3 ans, en fonction de votre motivation. On peut voilà, se former à différents niveaux, j'allais dire, à l'oncosexualité, en fonction du temps qu'on a et de l'envie qu'on a d'approfondir le sujet. Et puis, vous trouverez aussi sur la plateforme des ressources documentaires, voilà, notamment, par exemple,
le référentiel de l'AFSOS qui est vraiment très très complet, ou bien des flyers que vous pouvez remettre aux patients, ou bien des web-séries qu'on est allé chercher à droite à gauche. Alors c'est pas exhaustif, mais c'est déjà un bon début. Vous pouvez déjà y passer un peu de temps si vous regardez tout ce qui est sur la plateforme, et on espère comme ça répondre un petit peu, bah oui, à cette question. C'est-à-dire que moi, ok, j'ai compris que la sexualité après cancer du sein, c'était important d'aborder le sujet. Je sais un peu comment aborder le sujet, mais après, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, après, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez besoin, vous allez sur la plateforme Oncosexo. Alors maintenant, pour que vous en soyez vraiment convaincu, c'est voilà, quelle prise en charge? Parfois, ça paraît un petit peu flou, la prise en charge sexologique. Alors déjà, de définir qui est sexologue. Un sexologue, donc c'est un professionnel de santé qui est titulaire d'un DU de sexologie, en général qui dure 3 ans. Et puis le sexologue, c'est quelqu'un qui a déjà d'autres compétences dans un autre domaine. Donc ça va être hyper varié. Le sexologue, ça peut être un kiné, ça peut être une sage-femme, ça peut être un psychologue, un urologue, un gynécologue, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a un peu tous les styles et que chacun va avoir sa spécificité. Un gynécologue sexologue va pas proposer les mêmes choses qu'un psychiatre sexologue qui va pas faire l'examen de gynéco, et inversement, le gynécologue sexologue va pas partir dans des grandes thérapies cognitivo-comportementales. Donc je dirais que le sexologue, il est plutôt chef d'orchestre. Il va euh, faire un interrogatoire complet du patient ou de la patiente, et puis il va lever un petit peu les loups, et après adresser. Il travaille pas tout seul, le sexologue, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire, d'autant plus dans les problématiques après cancer. D'où le petit trèfle qui vous rappelle bien que quand on fait une prise en charge sexologique, bah, on s'intéresse aussi bien à tout ce qui va être conséquences d'un point de vue médical, d'un point de vue psychologique, et puis aussi parler évidemment du relationnel, du couple, ou de l'absence de couple aussi qui peut être problématique. Donc les consultations de sexologie ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, mais on arrive quand même à trouver dans les centres de lutte, dans les CHU, via des associations, etc., des consultations qui vont être prises en charge sous la forme de forfait ou autre. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué. Les consultations de sexo, ça peut être juste de l'information, de la réassurance, de l'éducation à la santé. Ça peut être simplement défaire des fausses croyances, lever des tabous. Mais parfois, effectivement, ça relève de thérapies plus complexes, soit de thérapies physiques, par exemple, au niveau génital, ou de thérapies psychiatriques plus complexes. L'idée, c'est juste de vous montrer qu'il existe des solutions concrètes, et que c'est pas que du blabla tout ça. Par exemple, pour les problématiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, après cancer du sein notamment, de sécheresse vaginale, et j'allais dire, et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que la sécheresse vaginale, souvent, elle s'associe aussi à des problématiques urinaires, etc. On a des choses très simples à proposer que là, tout le monde peut proposer. Il n'y a même pas besoin d'ordonnance forcément. C'est déjà d'hydrater son vagin avec des ovules, des crèmes, etc. Et de proposer du lubrifiant. Ça, c'est des choses vraiment simples que tout le monde peut faire. Et puis si ça suffit pas, après en deuxième voire en troisième intention, on a maintenant des traitements physiques plus on va dire invasifs pour la sécheresse vaginale, comme les différents types de lasers, de photobiomodulation, d'injection d'acide hyaluronique, etc. Donc il y a des solutions concrètes. Après radiothérapie pelvienne et curithérapie, on va beaucoup insister sur les solutions mécaniques comme l'utilisation des dilatateurs vaginaux. Alors c'est pas tip top ni très sexy, donc on essaye de passer plutôt à l'utilisation des sex toys et de s'aider de rééducation avec kiné ou sage-femme pour se réapproprier le petit bassin et puis limiter le risque de sténose vaginale. Donc ça c'est très concret aussi. Après, concernant la problématique de la baisse de libido, qui est vraiment quelque chose de très fréquent quand on regarde les études. C'est une femme sur deux femmes sur trois qui présentent une baisse de libido après les traitements d'un cancer. On peut déjà apprendre des choses aux patientes ou réapprendre des choses aux patientes en disant que voilà, la libido, ça n'est pas tout. Si la libido, on considère que c'est quelque chose d'assez hormonal, donc qui effectivement va chuter avec l'hormonothérapie, avec la ménopause, avec la chirurgie ovarienne.
mais qu'on peut par contre travailler sur son comportement érotique, sur quelque chose de plus cognitif en travaillant sur l'imaginaire érotique. Concrètement, voilà, je relance mon désir sexuel en m'autorisant à avoir des pensées sexuelles, des fantasmes. Alors, je peux passer par la lecture, je peux passer par l'écoute de podcasts. Il existe beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Et puis, je peux aussi stimuler mon désir sexuel en utilisant mes 5 sens, par exemple. C'est des pistes qu'on peut donner aux patientes. J'avais fait 2 petites diapos, on pourra en reparler si vous avez des questions, mais c'est vrai que dans la prise en charge de la qualité de vie sexuelle, il y a un moment donné où pour les personnes jeunes, il faut évoquer le sujet de la fertilité parce que ça peut être aussi en lien. Juste pour vous dire que chez l'homme, on a aussi des solutions concrètes pour aider aux troubles de l'érection, alors qu'ils peuvent être soit des médicaments facilitateurs de l'érection ou des médicaments inducteurs de l'érection, comme les injections intracaverneuses qui peuvent se faire aussi maintenant grâce à un gel intra-urétral ou des aides mécaniques. Je m'arrête là sur les traitements, mais l'idée c'était juste de vous dire qu'il y avait des solutions concrètes, physiques, et puis après, on ne peut pas aborder toutes les solutions aussi plus psychologiques, et puis tous les autres soins de support qu'on peut utiliser pour voilà, gagner en estime de soi, diminuer les douleurs, rebooster aussi la libido, comme l'activité physique, comme l'a dit tout à l'heure Claire, ou d'autres soins de support qui évidemment sont hyper utiles. C'était juste pour vous dire déjà, la première chose que vous pouvez faire et qui va déjà être énorme, c'est d'écouter vos patients et d'avoir un intérêt pour ce sujet. On leur fait déjà un bien fou. On résout pas forcément tous les problèmes, mais en écoutant cette problématique, voilà, de ces troubles, de ces répercussions négatives sur la sexualité, même si vous n'avez pas forcément les réponses, vous avez déjà fait un énorme pas et vous êtes déjà une énorme aide pour les patients. Et puis après, petit à petit, vous allez trouver voilà, des petites solutions tout simples ou bien vos référents à qui adresser les patients. Voilà, merci pour votre écoute et je suis à l'écoute des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Aliette, d'avoir tenu le temps. Je vois que Fabienne a une question. Oui, alors juste une toute petite question, Aliette, je ne sais pas si tu pourras me dire. L'étude Vican, dont tu as parlé au départ, c'est une étude française. Oui. Est-ce que tu as connaissance d'études similaires dans d'autres pays ou en Europe ou aux États-Unis? Non, j'ai pas de notion et on était hyper contents quand elle est sortie cette étude parce que justement on manquait un petit peu de données de ce type. C'était assez novateur d'avoir étudié la qualité de vie sexuelle de cette façon-là et puis la façon dont c'était abordé par les soignants. Parce que je me disais peut-être, enfin il y a quelque chose aussi à chaque fois qu'on Culturel, écoute, voilà exactement, quand on écoute oui, ce genre de résultats, je me dis que dans des pays du nord de l'Europe ou dans des pays encore plus latins que nous, oui. les réponses seraient pas les mêmes parce qu'en fait il y a quelque chose aussi, on imagine, je suppose que tu le vois constamment, mais je me suis posé la question au vu des résultats de l'enquête qu'on a menée nous en COPL sur les accompagnements soins de support sur la sexologie finalement, dont on parle plus aux hommes. Dans l'étude Vican, on en parle aussi, c'est lié au cancer de la prostate. Et quelque part, on peut se poser la question de la relation patient-soigné avec un médecin. Enfin, je vais faire un petit peu dans les gros clichés, mais on a quand même plutôt des urologues hommes qui vont parler à des hommes et sur quelque chose de presque mécanique. Et on reste dans finalement une formulation, je ne vais pas dire simple, mais un peu plus simple que peut-être Oui. dans la partie sexualité féminine. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, au niveau culturel, où j'ai vraiment l'impression que dans la liste que tu avais mise tout à l'heure de pourquoi on ne le fait pas, il y a aussi cette notion de sujet tabou, même pour le soignant. Alors peut-être que dans les générations plus jeunes de professionnels, ça sera moins vrai, mais ça reste quand même, malgré tout, un sujet. Et quand tu parlais des petits tips et des petites phrases types, même si elles font un peu de chat GPT, je crois que Ça aide au début. avoir ce genre de petites phrases au départ un peu Oui, bateau, ça peut oui. entraîner les soignants. Après, ils trouveront leur propre vocabulaire, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir les aborder. Comme tu le disais, il y a une obligation d'information, tout comme dans l'oncofertilité. Et ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde.
Oui, je pense qu'effectivement, on est une génération qui n'avons pas eu d'éducation à la santé, hein. Donc aller parler de santé aux autres, c'est pas évident. Comment nous-mêmes, on n'est pas bien éduqués. Enfin, les générations qui arrivent commencent à avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école et peut-être seront plus à l'aise avec le sujet, même dans nos études, hein. Moi, mes études de gynécologie, on n'a quand même pas beaucoup fait de, de sexo, donc il y a du boulot. Euh, Après, par rapport à la différence homme-femme, je pense, et c'est aussi pour ça que je voulais parler un petit peu des traitements, je pense que bah, quand on est dans son rôle de soignant, ou de médecin, en tout cas, on aime bien prescrire, et donc encore, on peut prescrire du Viagra, on peut prescrire des injections, mais quand on commence à nous parler de baisse de libido, là, ça devient tout de suite plus compliqué, on a des sueurs froides et on se dit, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Euh, voilà, c'est plus aussi, je pense, peur d'aborder parce qu'on se dit, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire. Bah oui, elle a plus de libido, elle a plus de libido. Euh, j'ai l'impression, enfin, c'est plus comme ça que que je le verrai. Mais il y a En tout cas, certainement des deux. ouais. C'est Après, intéressant et les propositions que tu fais à la fin, enfin c'est vrai que ces tips, ces petits outils, il faut vraiment pouvoir communiquer. C'est d'où l'importance d'avoir des endroits, des ressources et de savoir où aller les chercher. Et que surtout, comme je sais plus, ça a été dit, je pense par vous trois, c'est le manque de savoir où sont les informations. Et parfois, il y a beaucoup d'informations sur différents sites, dans différents domaines, mais d'arriver à se dire où est la bonne information et pour le professionnel et pour le patient. Et puis je crois aussi, tout à l'heure c'était abordé sur la notion d'Internet, de savoir l'information fiable, parce que oui, peut tous aller sur Google et taper, voilà, et on trouve des tas de trucs dans tous les sens, mais quand on est déjà dans une situation d'une pathologie qui nous fragilise, pouvoir se dire, est-ce que ça c'est sûr? Et je pense qu'une question, enfin quelque chose qui pourrait être aussi dans les discussions qu'on a avec les patients, c'est de dire, est-ce que vous êtes renseigné sur Internet? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler? Parce que peut-être qu'après, les patients n'osent pas. Lorsqu'ils ont été chercher quelque chose sur Internet, ils se disent, mais est-ce que j'aurais dû y aller, pas y aller? Donc c'est vrai qu'on peut ouvrir la porte. Alors, je parle pas que pour la sexologie, d'ailleurs, c'est vrai pour tout, hein. Je pense que ça, c'est aussi une question qu'on doit pouvoir avoir dans les consultations. Est-ce que vous êtes renseigné sur Internet? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent utiles ou pas claires? Parce que finalement, je pense qu'après, bah, on l'a bien vu dans l'enquête aussi PPAC, c'est que le numérique prend une place folle dans l'information que les patients utilisent. Mais après, ils osent peut-être pas dire qu'ils ont été chercher des informations tout seuls parce qu'ils se disent est-ce que j'avais le droit? Ou est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce que c'est des bonnes infos? Donc ça aussi, c'est important de... oui, le lien avec le patient est hyper important. Moi, j'ai une patiente hier qui est arrivée en atelier d'ETP justement avec un magazine en disant ah, j'ai lu ça, je voulais vous en parler. Elle a mis les pieds dans le plat. Donc finalement, c'était plutôt l'occasion de discuter du sujet parce qu'elle l'avait lu. Ou parfois, il y a des gens qui achètent des crèmes, des trucs et qui viennent avec en disant qu'est-ce que vous en pensez? Mais effectivement, ça nécessite voilà, d'avoir une relation de confiance pour qu'ils osent nous poser la question. Euh, oui, ça peut être une aide et un danger, hein. Sur la sexo, il y a des milliards de choses, hein, sur Insta, etc. On peut trouver plein de conseils dans tous les sens. Euh, c'est sûr que, voilà, à savoir comment on utilise ces outils. Merci en tout cas. Merci Aliette. Moi, je vais juste rebondir là donc sur la page que tu as présentée Oncosexo qu'on a fait dans la région et les annuaires. Parce qu'il y a les annuaires effectivement de l'AIUS qui sont fiables et on a également l'annuaire des soins de support OncoPL. Parce que comme tu l'as rappelé au début, la prise en charge sexo, ça fait partie du panier des soins de support. Donc, ils sont référencés également dans notre annuaire des soins de support. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder à ce niveau-là si vous cherchez un professionnel. Après, encore une fois, c'est pas exhaustif, il n'y a pas de libéral, il n'y a pas tout. Mais déjà, au moins au sein des établissements qui traitent le cancer, on a référencé ceux qui proposent de la prise en charge sexo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main qui se lève. Dans le chat, c'est des personnes qui remercient. Bon, donc, bah, je pense qu'il est 15h31, nous allons pouvoir clore ce webinaire. On va pouvoir, donc, pour rappel, terminé. Pour rappel, ce webinaire a été enregistré. Donc, on va le mettre en ligne d'ici quelques jours, quelques semaines. Enfin, et on fera une communication. Vous serez informé quand il sera en ligne, si vous voulez revoir des passages.
Et voilà. Et après, si vous avez des questions qui vous viennent, bah, n'hésitez pas, alors peut-être à nous les faire passer, et puis on les transmettra aux intervenantes s'il y a des choses qui vous reviennent après. Merci beaucoup, merci docteur Gervais, merci. Merci à vous, avec plaisir. C'était très, très intéressant et concret. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi et un bon À week-end. vous aussi. Merci. Bon week-end. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.